Sería necesario abordar el capitalismo no solo a través de la contradicción capital-trabajo, sino también de otras contradicciones importantes del capitalismo y del neocapitalismo, como la contradicción capital-naturaleza, la contradicción capital-democracia y lo que yo llamo la contradicción capital-individualidad, dentro del marco de un anticapitalismo más extenso. Cuéntame un poco cuál es tu formación académica y tus intereses de investigación. Moi, j'ai été formé dans la science politique. Et l'intérêt de la science politique, c'est que c'est déjà pluridisciplinaire. C'est l'analyse de la politique, mais avec des disciplines qui sont un peu différentes. Et donc, notamment, il y a la sociologie politique, celle qui analyse les faits politiques à partir d'enquêtes. On va observer comment les gens agissent, on va faire des entretiens avec eux. Et puis, il y a la philosophie politique qui, elle, se pose la question de comment devrait être la cité ou comment elle pourrait être. Et ces deux aspects sont intéressants parce que, d'une certaine façon, ils peuvent se compléter. Coincidimos en la formación. Tuve una formación de sociología y de ciencia política y unas primeras experiencias de docencia en filosofía, así que vengo de esa misma problemática. Sé que has venido a hablar de los problemas de la crítica social, la sociología crítica y la emancipación. Cuéntame un poco cómo lo piensas y cómo las disciplinas en las que te has formado de alguna manera pretenden resolverlo o pretenden pensarlo. La critique sociale, c'est le fait de pointer dans des sociétés des choses qui sont négatives. On peut appeler ça inégalité, domination, discrimination, exploitation. Mais quand on met en évidence du négatif dans une société, c'est plus ou moins implicitement en fonction d'un positif. Par exemple, quand on parle d'inégalité, ça suppose au moins une référence implicite à l'égalité. Et donc, d'une certaine façon, la critique sociale, elle ouvre déjà un rapport avec la philosophie politique, c'est-à-dire la discipline qui s'intéresse à ce qui devrait être ou pourrait être. Et donc, on a, avec la critique sociale, un rapport avec la philosophie politique qui est le rapport du négatif et du positif. Ce positif, on l'a appelé souvent dans l'histoire, en tout cas de la modernité occidentale et au-delà, à partir du XVIIIe siècle, ce qu'on appelle la philosophie des Lumières, Rousseau, Kant et d'autres. On l'a appelé émancipation. Quand on critiquait le monde, c'était au nom de la possibilité d'une émancipation individuelle et collective. ¿Cómo entiendes resolver esa tensión disciplinaria entre la filosofía y la sociología? De mi parte, yo tuve mis primeras investigaciones en los años 90 en la Argentina en torno a los problemas de la protesta social y yo tenía una formación fuertemente filosófica. En la época giraban mucho todas las teorías de Hannah Arendt, de Jürgen Habermas, de Lyotard, de Badiou, inclusive Ernesto Laclau, que sé que tú lo conoces. Un poco se pensaba en ese momento, se reflexionaba alrededor del problema de la crítica, del problema de la crítica pensada como operación de generalización crítica, ¿no? O sea, como un poco como aquella manera que, digamos, los actores pretenden universalizar una crítica especial sobre alguna situación de injusticia. Sin embargo, en ese entonces tenía dificultades para pensar procesos de crítica concretos, sociales, por el anclaje demasiado normativo de la filosofía. Si bien piensa el problema de la emancipación con una mayor libertad, no obstante, tiene un anclaje muy normativo que la sociología permite dar un anclaje a ver un poco más en detalle cómo se gestan esos procesos críticos sociales y emancipatorios. Esa fue un poco mi experiencia de articulación. ¿Cómo tú la resuelves o lo has resuelto, la articulación?
Il y a deux écueils par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a la tendance traditionnelle de la philosophie qui voudrait englober tous les savoirs et qui voudrait prétendre dire ce que c'est que la réalité indépendamment de l'observation des faits. Et puis il y a une tendance aussi qui pourrait être celle de la sociologie de croire que l'observation des faits, ça pourrait remplacer une réflexion sur ce qui pourrait être ou devrait être. Et donc, il y a une tentation impérialiste classique de la philosophie par rapport à la sociologie. Mais avec le développement des savoirs, il peut y avoir une tentative autre de la sociologie d'être impérialiste par rapport à la philosophie. C'est comme s'il y avait ce jeu entre la possibilité d'un philosophe roi et d'un sociologue roi. Moi, j'essaye de trouver un dialogue entre deux types de connaissances, deux registres de connaissances, que j'appelle des jeux de connaissances, la philosophie politique et la sociologie critique, sur une base égalitaire. La philosophie nous permet de clarifier des dimensions normatives qui sont dans la critique sociale de n'importe qui, dans la vie ordinaire, quand on critique le gouvernement, quand on va critiquer les services publics, quand on va critiquer le patronat. Et la philosophie a besoin de la sociologie pour justement brider sa tendance à la généralisation hâtive et abusive, pour mieux relocaliser ses observations, pour ne pas croire que immédiatement on passe au plus général, au plus universel. Et donc il y a là un dialogue entre les deux qui permettrait d'éviter le double écueil. Y a la relación inversa tiene un aporte positivo también la filosofía, evidentemente. Digo, en el sentido de no detenerse en procesos críticos que en algún sentido no sean más que reproductores de cierta realidad social. Oui, la philosophie nous permet de donner un pas de côté par rapport à la tentation de la sociologie de figer les faits tels qu'ils sont observés. Et la sociologie nous permet d'éviter cette tendance à universaliser ses propos qui est celui de la philosophie. Ça se pose de manière tout particulière dans le rapport entre la sociologie critique et la philosophie politique, c'est-à-dire entre la critique et l'émancipation. Parce que la sociologie, quand elle critique les discriminations, les inégalités, etc., elle peut oublier que c'est au nom d'un positif. Et ce positif, les outils de la philosophie politique permettent de les explorer. Mais en même temps, le point de vue de l'émancipation ne doit pas écraser l'observation de la réalité. Et donc il faut faire très attention que la sociologie ne soit pas simplement une illustration de thèses politiques. Recuperando un poco el problema de la crítica social y de la sociología crítica, en mi caso, en mi experiencia de investigación, la sociología pragmática francesa dotó a la investigación de un herramental, de herramientas muy útiles para seguir procesos más detallados de crítica. Me parece que tiene, en principio, tres beneficios esta sociología, este enfoque. En principio, que libera la crítica de los actores de la de los investigadores, o en todo caso, integra la de los investigadores necesariamente en esos procesos críticos de la acción. En segundo nivel, la cuestión de que los procesos críticos son indeterminados, o sea, en algunos casos son exitosos, en otros casos no son exitosos, o sea, las capacidades son inciertas de la de los actores. Y en tercer caso, la cuestión de que los actores tienen digamos, no solamente habla de las críticas de los actores, sino de los estados de situación. O sea, los actores están dentro de un contexto. Yo trabajé particularmente sobre el conflicto docente durante los años 90 en la Argentina, y eso me permitió, estos elementos, me permitió seguir de mucho mejor manera esos procesos críticos y contracríticos en una arena pública, y cómo los actores en algunos casos lograban desarrollar un proceso crítico o establecer una crítica, en algunos casos no, cuáles eran sus dificultades. Y las dificultades y
y las capacidades aparecían en relación también a los estados, a los lugares, en los ámbitos en los cuales se desplegaba ese conflicto. O sea, que tenía que ver con un lugar parlamentario, un lugar en la calle, un lugar en los medios. O sea, son escenarios completamente diferentes. ¿Cómo ves un poco la tensión entre esta sociología crítica y la sociología pragmática? Oui, la sociologie pragmatique, tu as raison, elle pose la question critique, mais d'une nouvelle façon qui est tout à fait intéressante. Elle s'est définie au tout début comme une sociologie de la critique, c'est-à-dire la critique devient l'objet de la sociologie de l'analyse. Et donc on suit les acteurs dans leurs activités critiques et le sociologue n'a pas le monopole de la critique et n'est pas en surplomb par rapport aux individus et aux groupes. Prenons un exemple d'actualité en France. Le nouveau président de la République, Emmanuel Macron, a décidé de réformer le Code du travail dans un sens d'une plus grande flexibilité néolibérale de ce Code du travail et donc en faisant reculer les droits individuels et collectifs des travailleurs. Et donc il y a beaucoup de critiques qui se sont exprimées par rapport à cette réforme qui va dans la continuité d'autres réformes du néolibéralisme économique. Des critiques de personnes ordinaires, dans leur famille, au bureau, etc., qui mettent en cause, disons, ce recul, et aussi des critiques de militants, de syndicalistes, de militants associatifs dans la rue, des manifestations. Bon. Et la critique, elle est dans la vie ordinaire, elle n'est pas simplement dans les universités. Et les sociologues critiques ont parfois oublié ça. Et cette critique, elle s'appuie aussi sur, on revient à la question de la philosophie politique. C'est-à-dire quand on critique la transformation néolibérale du Code du travail, on a une philosophie de la cité particulière basée sur l'idée de protection des travailleurs, sur l'idée de service public. Et donc il n'y a pas aussi que les philosophes qui s'intéressent à la philosophie politique, mais il y a de la philosophie politique implicite dans la vie quotidienne. Donc ça, c'est un des grands apports de la sociologie pragmatique sur le plan de la critique. Mais ça suffit peut-être pas à faire le tour de la question critique, ce nouvel apport. Et donc il y a justement un problème de savoir comment donner une tournure critique aussi à cette sociologie de la critique. C'est-à-dire dans quelle mesure elle peut critiquer le monde elle aussi, comme le font les acteurs. Eso introduce la cuestión un poco de las capacidades, digamos, de la emancipación, ¿no? O sea, ¿dónde queda el lugar de la crítica externa? ¿Hay lugar para la crítica externa o la crítica es solamente interna? Porque en algunos casos el problema del involucramiento, de lo que se llama el compromiso, desde una perspectiva de la sociología pragmática, solo tendría que ser con las situaciones. ¿Cómo introducir esa otra perspectiva que amplía el horizonte de análisis más allá de lo que hacen los actores? Oui, la sociologie critique classique, par exemple représentée par un des grands sociologues, Pierre Bourdieu, elle a tendance à tout mettre du côté de l'extériorité. C'est-à-dire la critique est extérieure et on a tendance à faire des acteurs, des gens aliénés complètement et sous le poids complet des inégalités et de la domination. Mais une erreur symétrique de la sociologie pragmatique quand elle s'occupe de la critique, c'est d'être complètement interne. C'est de ne pas réussir à prendre de la distance par rapport aux contraintes dans lesquelles sont impliqués les acteurs. Ces contraintes, ils ne sont pas présents immédiatement que dans la situation. Et c'est là qu'on a besoin d'une sociologie critique. Par exemple, on peut avoir besoin de la notion de capitalisme. Les individus, dans une situation, quand ils vont critiquer, ne vont pas utiliser forcément cette notion. Mais cette notion peut être utile aux sociologues parce qu'elle recontextualise les critiques dans un cadre global et historique. Donc on aurait besoin aujourd'hui d'une véritable transformation par rapport à l'opposition entre la sociologie critique et la sociologie pragmatique. C'est une sociologie critique et pragmatique. Et ça serait donc une sociologie de l'hybridation entre l'extériorité et l'intériorité de la critique. Ça ne serait pas une sociologie purement extérieure ou purement intérieure. Ce qui suppose que cette sociologie, elle ne va pas s'intéresser simplement aux capacités des acteurs ou aux incapacités.
La sociologie critique traditionnelle, elle part de l'inégalité des incapacités. Hein. Les individus sont aliénés, soumis à la domination, à l'inégalité. La sociologie pragmatique, elle part des capacités, des possibilités d'égalité. Mais elle oublie les contraintes fortes qui pèsent sur les acteurs et qui peuvent limiter, freiner, transformer, empêcher leurs capacités. Bon. Et donc, un des défis, ça serait une sociologie qui parte à la fois des incapacités et des capacités, des inégalités et de la possibilité de l'égalité. Bon. Alors, j'ai un exemple qui n'est pas pris dans la sociologie, mais j'aime bien travailler sur les exemples des cultures populaires. C'est une chanson française qui s'appelle « Les vacances au bord de la mer », qui est chantée par un chanteur français, Michel Jonas. C'est une chanson très populaire en France qui passe toujours dans les radios, bien qu'elle soit de 1975. Alors, cette chanson, elle raconte l'histoire d'une famille très modeste qui va au bord de la mer passer des vacances. Et cette famille, justement, elle est réduite à cause de son manque de moyens à regarder comment font les riches pour dépenser leur argent. On allait au bord de la mer avec mon père, ma sœur, ma mère, on regardait les autres gens comme ils dépensaient leur argent. On est pris dans les incapacités. Ça rend incapable le manque de moyens économiques ou le manque de moyens culturels. Mais l'expérience, elle n'est pas réduite à ce sentiment de manque et d'incapacité. Se manifeste dans le rapport à ces vacances au bord de la mer de cette famille modeste aussi des capacités esthétiques qui ne sont pas réduites, qui ne sont pas réductibles à l'inégalité. On regardait les bateaux, le matin on se réveillait tôt, sur la plage pendant des heures on prenait des belles couleurs. Il y a un plaisir esthétique. Et dans la chanson, à un moment donné, on nous dit les deux choses en même temps, avec une tension entre les deux. On avait le cœur un peu gros, là c'est le poids des incapacités, mais c'était quand même beau. On a vraiment une pensée de la tension entre ce poids des incapacités et les capacités. Et je pense qu'une chanson comme ça, une chanson populaire, c'est un défi aujourd'hui pour les sciences sociales, pour à la fois partir des capacités, des incapacités, et donc de sortir de la polarité entre une sociologie exclusivement critique et une sociologie exclusivement pragmatique. Recuperando un poco el tema de la crítica social y la situación actual, la crítica sociológica, verdaderamente nos encontramos, y he leído esto en algunos de tus artículos, en una situación de neutralización de ciertos saberes y de encierro de ciertos espacios políticos, científicos, los lenguajes tanto en la ciencia como en la política, como en el sistema político, tienden a cerrarse cada vez más alrededor de ciertos saberes racionalizantes, tecnocráticos. Esto, según tu parecer, plantean un desafío frente al tema de la crítica, ¿no? ¿Cómo se plantea esta cuestión en Europa en este momento con respecto a la crítica y frente a los fenómenos populistas ultraconservadores? Oui, l'Europe a été très marquée par le modèle historique de la philosophie des Lumières au XVIIIe siècle et de ce lien fort entre, quand on critique le monde, une inégalité, une injustice, une domination, c'est au nom d'une émancipation individuelle et collective. Ce modèle, peu à peu, a subi des problèmes, disons, à la fin du XXe siècle. Et on a connu une sorte de dissociation de la critique sociale et de l'émancipation pour des raisons propres au champ intellectuel, c'est-à-dire une ultra-spécialisation des savoirs, où de plus en plus l'émancipation, ça ne relève que de la philosophie politique, parce qu'elle a une dimension normative, et les sociologues prenant de moins en moins en charge cette question et étant de plus en plus spécialisés dans des domaines très particuliers, la famille ou des secteurs de la famille, le travail, l'immigration, la culture, etc. Et donc on a de plus en plus des experts sur des domaines particuliers, on a une vue globale de moins en moins grande.
Et en même temps, ça s'est fait dans un contexte où se sont peu à peu effondrés, à la fin des années, disons, du XXe siècle, se sont effondrés les deux pôles politiques qui incarnaient le lien entre critique sociale et émancipation, c'est-à-dire le communisme, avec l'effondrement stalinien, marqué en 1989 avec la chute du mur de Berlin, et puis la transformation de la social-démocratie qui a incarné l'État social sous l'effet du néolibéralisme en social-libéralisme, c'est-à-dire en de forces politiques qui finissent par appliquer les recettes néolibérales contre l'État social qu'incarnait jadis la social-démocratie. Dans ce contexte, on a une forme de dissociation de la critique en Europe et de l'émancipation. Cette dissociation a laissé place à une récupération de la critique sociale, comme on l'a connue à d'autres époques historiques, comme par exemple les années 1930, par des secteurs ultra-conservateurs qu'on pourrait appeler post-fascistes même. Cette dissociation critique-émancipation, elle laisse la place à des usages ultra-conservateurs, post-fascistes de la critique. En France, par exemple, il y a l'organisation d'extrême droite, le Front National avec Marine Le Pen. Il y a dans d'autres pays d'Europe. Aux États-Unis, il y a Donald Trump qui incarne cette forme ultra-conservatrice. Et ces ultra-conservateurs sont critiques, c'est-à-dire ils critiquent les médias, ils critiquent l'establishment. Et donc, la critique est de moins en moins au nom de l'émancipation et de plus en plus au nom de formes conservatrices, de formes de discrimination, la xénophobie, l'homophobie, le sexisme. En France, par exemple, à travers Internet et les réseaux sociaux, dans les nouvelles générations, la critique de type marxiste qui va mettre en cause l'injustice du capitalisme est de moins en moins présente. Et ce qui est de plus en plus présent, c'est une critique qui est islamophobe, donc de stigmatisation de l'islam, ou antisémite pour d'autres pôles, sexiste, homophobe, etc., très nationaliste. Et donc on a potentiellement une révolution dans le rapport à la critique. Alors je ne sais pas comment ça se passe de ce point de vue en Amérique du Sud, qui a un contexte assez différent. Los valores que se ponen en juego y los contenidos son realmente, ciertamente diversos en uno y en otro caso. Por citar tres ejemplos nada más, frente a un poco los ejemplos que vos planteabas vos de populismo de derecha, las experiencias populistas de izquierda, llamadas de izquierda en América Latina, reivindican valores como por ejemplo el de minorías sexuales, que es ciertamente opuesto al planteo populista de derecha, o reivindicaciones de minorías étnicas, o hasta incluso de estados plurinacionales, donde se desarma la idea de nación en un sentido tradicional. Con lo cual, y esto se podría extender a otras esferas. Me parece que hay como una estructura gramatical que se asemeja en usos del lenguaje diferentes que representan cuestiones diferentes. Tú hablabas definías dos cuestiones frente a estos fenómenos populistas. El tema de como dos elementos en común, el conspiracionismo y el esencialismo. ¿Cómo lo ves eso? Para establecer una comparación, ¿no? Dans la façon dont l'ultraconservatisme va se saisir de la critique sociale et va aussi aimanter les autres forces, la droite classique ou même la gauche, avec l'émergence aussi d'un populisme de gauche. Dans cette logique, le conspirationnisme joue un grand rôle. Le conspirationnisme, c'est quelque chose qui renvoie au geste critique, c'est-à-dire c'est mettre en cause les vérités officielles, les évidences. Et donc, dans un premier temps, ça libère, ça ouvre un espace potentiel de libération vis-à-vis des stéréotypes ou des logiques dominantes. Mais d'une certaine façon, le conspirationnisme devient ensuite un leurre ou une diversion de la critique sociale. Parce qu'elle va concentrer la critique sur les manipulations cachées et conscientes, volontaires d'un petit groupe de personnes. Ça peut être des journalistes, ça peut être des politiciens, ça peut être des patrons, mais ça peut être aussi les musulmans, les juifs,
les homosexuels, etc. Et ça crée l'idée que la domination, c'est une manipulation consciente de quelques personnes et qu'il suffirait de se passer de quelques têtes pour résoudre le problème de la domination. Et donc c'est en ce sens-là que c'est un leurre et que c'est un appauvrissement de la critique sociale, une façon de mettre la critique sociale du côté du manichéisme en ne prenant pas en compte suffisamment les contraintes structurelles qui pèsent sur les individus et qui ne sont pas simplement l'effet de manipulation par quelques personnes dans l'ombre. Or, ce conspirationnisme a pris une grande importance dans nos sociétés et sans doute le point de développement de ça a été le 11 septembre 2001 avec, l'attaque sur le World Trade Center qui a commencé à voir se développer à travers Internet une foultitude de versions conspirationnistes et depuis, à chaque événement, à chaque forme, etc., des hypothèses de conspiration les plus extravagantes se développent à travers Internet et les réseaux sociaux et embarquent d'une certaine façon la critique sociale dans un sens manichéen et va souvent, et c'est là où on peut passer à l'essentialisme, va l'entraîner dans des formes essentialistes. C'est-à-dire, en France, par exemple, il y a une renaissance à la fois de la stigmatisation essentialiste des musulmans, comme étant porteurs tous, en tant qu'islam, d'un danger islamiste et djihadiste. Et puis, il y a aussi, dans certains autres secteurs, une certaine remontée de l'antisémitisme. Et là aussi, il y a une essentialisation de ce qu'on appelle juifs, des personnes de culture juive. Et donc, conspirationnisme et essentialisme vont ensemble parce que à la fois, il y a la manipulation consciente par quelques personnes et il y a la stigmatisation de certains groupes. Tout ça fait plutôt le jeu d'une logique ultra-conservatrice. Mais en même temps, ça aimante, y compris les groupes de gauche. Et c'est le grand danger de la situation actuelle, c'est-à-dire que les groupes de gauche aimantés par cette logique essentialiste et conspirationniste risque de perdre de vue à la fois le caractère structurel de la critique sociale. C'est pas des manipulations qui nous dominent, c'est aussi des grands appareils comme le capitalisme, comme l'État, etc., qui sont pas simplement aux mains de quelques personnes. Mais ça risque de nous faire perdre aussi la question de l'émancipation, en stigmatisant certains groupes, en croyant qu'on va régler les problèmes en coupant quelques têtes. En el caso de América Latina, yo creo que ciertamente esto de la conspiracionismo, esta noción es ciertamente una herramienta valiosa para entender también ciertos procesos que se dan aquí en América Latina. No estoy tan completamente de acuerdo con respecto a la idea de esencialismo, porque los fenómenos populistas en América Latina tienen verdaderamente, a diferencia de lo que es la Francia, digamos, el discurso clásicamente entendido, los populismos de derecha de Austria, de Francia, y uno puede recuperar en distintos países, en Italia del Norte, tienden en su discurso identitario a cristalizar ciertas ideas que ya vienen de unas tradiciones. En el caso de América Latina, ciertamente hay fenómenos populistas que tienen una tal diversidad que uno no puede unificar, ni reificar, ni cristalizar alrededor de una idea de contenidos, de valores que reivindica el populismo de izquierda en América Latina. Ciertamente que la experiencia populista en Bolivia es completamente diferente de un estado de una integración de la población indígena, es completamente diferente a la experiencia del PT en Brasil, una experiencia típicamente obrera, una experiencia mixta como la uruguaya, donde el Partido Socialista se integra con tradiciones comunistas, hasta incluso la experiencia nacional, peronista, nacional y popular en Argentina. Son experiencias completamente diferentes. Pero quizá es muy interesante esto, establecer comparaciones, desarrollar este fenómeno comparatista entre las experiencias populistas en Europa y en América Latina para evitar traspolaciones, ¿no?
Y ahora estamos pudiendo ver el vaivén de experiencias populistas que van y vienen, porque bueno, estas experiencias de izquierda han logrado, de populismos de izquierda en Europa también se han expresado actualmente, ¿no? En España y en Francia. ¿Cómo ves esas experiencias? La question du populisme était peu discutée jusqu'à présent en Europe et particulièrement en France. Et le mot populisme était utilisé comme une stigmatisation de l'extrême droite et c'était une façon d'associer l'extrême droite à populaire, ce qui était une mauvaise façon. Et donc c'est pour ça que ce mot était souvent critiqué comme étant porteur d'une forme de racisme social. Bon. Et c'était utilisé aussi pour stigmatiser certains groupes de gauche auxquels on voudrait les associer à l'extrême droite. Bon. Mais depuis quelque temps, avec l'expérience de Podemos en Espagne, la référence aux travaux en théorie politique d'Ernesto Laclau et de Chantal Mouffe autour de Podemos, et puis depuis la récente campagne présidentielle française autour de Jean-Luc Mélenchon et de son nouveau mouvement La France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon est un ancien dirigeant socialiste qui a quitté le Parti socialiste il y a quelques années et qui, autour de référence à un populisme de gauche, qui emprunte directement aux thèses de Laclau et de Mouffe, a fait 19% au premier tour de la présidentielle. Il était 4e et il a largement dépassé la force qui était jusqu'à présent dominante à gauche en France, qui était le Parti socialiste. Et donc, cette idée du populisme de gauche existe depuis environ une année en France dans les débats politiques. C'est très nouveau. Ça se présente comme une réponse à la crise de la gauche, alors qu'en Amérique latine, c'est historiquement une forme ancienne, et donc ça ne peut pas forcément apparaître autant comme une réponse nouvelle à l'essoufflement de la gauche traditionnelle. En France, ça apparaît comme une réponse nouvelle. Mais évidemment, il n'y a pas cette diversité qu'on trouve, par exemple, dans l'expérience bolivienne. Alors, parce que ça joue aussi avec la culture politique française qui va tendre à réifier les identités, à les figer. Et donc, on va avoir un danger, y compris dans le populisme de gauche et aussi d'extrême droite en France avec le Front National, une tendance à fétichiser, à essentialiser le peuple et la nation qui sont associés et qui vont constituer des sortes d'ennemis ou d'adversaires dans des groupes qui sont stigmatisés comme les musulmans, les juifs, les homosexuels, etc. Tout ça passant aussi par le succès du conspirationnisme. Et donc là, il y a un danger très particulier, c'est vrai, en Europe. L'essentialisation, je pense qu'elle existe aussi en Amérique latine, mais en fonction des expériences, mais elle va se concentrer sur l'essentialisation de ce qu'on appelle peuple, et parfois de l'association entre peuple et nation. Mais c'est vrai qu'on ne va pas trouver cette stigmatisation essentialisée de certains groupes comme les musulmans ou les juifs qu'on va trouver, ou les homosexuels qu'on va trouver dans le populisme d'extrême droite en France ou en Autriche et dans d'autres pays. Bueno, muchas gracias, Philippe, por esta participación y por la posibilidad de establecer estos diálogos transatlánticos que se vuelven cada vez más ricos y fructíferos. Merci à toi et gracias pour ce beau dialogue et ces possibilités nouvelles pour la collaboration entre des chercheurs européens et des chercheurs d'Amérique latine. Gracias.